the relationship between hip extensor strength and contralateral and ipsilateral hip flexor muscle length in healthy men and women. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. C'est une étude assez intéressante parce que, bien, mine de rien, elle répond à un petit peu une question, enfin, une affirmation, on va dire, qui se fait souvent dans le monde des sciences du sport, qui est l'inhibition réciproque. Et en gros, on comprend que c'est pas si évident que ça. Je vais expliquer pourquoi. Donc, comment est-ce qu'ils ont procédé? Ils ont pris en fait des femmes et des hommes et ils ont testé comment dire, la longueur en fait de leurs muscles flexeurs de la hanche avec un test, je crois que ça s'appelle un test de Thomas, mais je suis pas sûr, mais bref, on s'en fout. Il faut juste savoir qu'ils n'ont pas pris des fibres musculaires, ils ont vraiment mesuré la longueur, hein. Ils ont pris, on va dire, ils ont essayé de faire mettre la hanche dans une posture où on était limité en fait par la flexibilité de nos flexeurs de hanche. Donc ils ont essayé d'étendre la hanche et ils ont essayé de voir si jamais les gens qui avaient en fait une flexion de hanche limitée avaient une inhibition de l'autre côté des extenseurs, une inhibition des extenseurs de hanche de l'autre côté. Donc voilà, c'est une question de flexibilité plutôt que de longueur. Ça peut sembler un peu bizarre de dire longueur, mais voilà, au moins comme ça tu as compris. Et ils ont regardé ça du coup du côté ipsilatéral et contralatéral. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en gros, je vais t'expliquer aussi l'inhibition réciproque. En gros, c'est simple. Quand tu as un muscle qui est contracté d'un côté, eh bien, de l'autre, notre corps envoie une information de dire relâche-toi, histoire qu'on puisse faire le mouvement. Tu vois le délire, quoi. Et du coup, leur hypothèse, c'était de dire si du coup on a des muscles qui sont pas très flexibles, ils peuvent pas beaucoup s'étendre, ils sont toujours dans une position contractée, donc ça veut dire que de l'autre côté, ils sont toujours dans une position, ils sont obligés de se relâcher. Et s'ils sont obligés de se relâcher, peut-être que on peut moins les activer, ils sont plus faibles. Et c'est pas ouf parce que avoir des déséquilibres comme ça, avant-arrière, surtout sur une seule articulation, donc flexion-extension par exemple, on sait que ça provoque des blessures. Donc voilà. Pourquoi ils l'ont fait dans le sens ipsilatéral et contralatéral? Parce que, alors, ipsilatéral et contralatéral, ça veut juste dire du même côté et de l'autre côté. Alors, du même côté, on pourrait se dire, oui, ça c'est normal, c'est la théorie que je viens de t'expliquer. De l'autre côté, pourquoi est-ce que ça a été fait? Eh bien, parce que quand tu fais de la marche, en fait, si jamais c'est très tendu, on va dire, tes flexeurs de hanche, peut-être que tu ne peux pas faire parce que tu vois, c'est très tendu, donc tu fais pas on va dire une extension complète de l'autre côté en fait. Ça crée un déséquilibre de l'autre côté, et donc peut-être que ça fait que à long terme, tes muscles fessiers parce que ce sont eux les extenseurs de hanche, tes muscles fessiers sont inhibés. J'espère que j'ai été clair. Bref, toujours est-il qu'ils ont regardé ça. Pour au niveau des tests, ils ont fait un. Je sais plus exactement. Je vais retrouver ça. Tac, tac, tac. Ils ont fait de la peak isométrique force. Donc en gros, ils ont fait un test isométrique pour voir quel était le plus grand pic de force en isométrie qu'on pouvait obtenir. Et voilà, et ils ont comparé du coup entre des gens qui avaient des psoas qui étaient plutôt souples et des gens qui avaient des psoas plutôt règles, enfin psoas iliaques plutôt souples et psoas iliaques plutôt règles. Et en fait, ils se sont rendus compte que il y avait pas de relation, ils n'ont trouvé aucune différence, hein. La p-value était toujours à peu près entre 10 et même quelquefois 70, donc entre 10, entre 0.13, voire 0.14 et 0.7. Donc voilà, on est dans des p-values, il faut que ce soit en dessous de 0.05 pour qu'il y ait une différence significative.
bah là, il n'y en a pas eu. Donc ça ne... Enfin, c'était... ce fut un échec, alors qu'ils avaient émis l'hypothèse que ce serait vraiment prédictif. Alors, ils disent qu'on ne peut pas éliminer vraiment le fait que ça fonctionne parce qu'il y a des limitations, effectivement, le fait qu'on n'utilise que de la force isométrique alors que bah, c'est quand même la force dynamique qui est en jeu, etc. etc. Euh, Moi, je dirais en revanche que ça montre quand même que l'inhibition réciproque, c'est un phénomène que peu de gens comprennent bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que bah, si on contracte un muscle d'un côté, forcément, de l'autre côté, il va se désactiver. Ça n'est pas vrai, en fait. Ça dépend grandement de la tâche qu'on va faire. C'est-à-dire que l'inhibition réciproque, on l'acquiert au fur et à mesure du temps, notamment par exemple lors des séances de musculation. Les premières séances de musculation, il y a une grande partie d'inhibition réciproque en fait. C'est-à-dire que tu n'apprends pas véritablement à mieux utiliser tes biceps quand tu fais des curls, tu apprends à moins utiliser tes triceps. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait donc tes triceps qui limiteraient le mouvement, enfin la charge que tu peux soulever. Pourquoi est-ce qu'on a naturellement tendance en fait à co-contracter les muscles des biceps et des triceps? Parce que ça nous apporte plus de stabilisation de nos articulations, plein de choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Et quand on s'habitue à soulever de plus en plus lourd, en fait, on s'habitue autant à mieux utiliser nos muscles, hein, pas de souci, hein, mieux connecter avec notre système nerveux à nos muscles, mais aussi on apprend à moins utiliser les muscles antagonistes. Voilà, comme ça tu le sauras. Et du coup, eh bien, finalement, je ne suis pas très surpris. Parce que pour moi, bah, c'est assez logique que même si on a des flexeurs de hanches raides, on puisse quand même utiliser nos fessiers. Enfin, qu'on ait quand même de la force dans nos fessiers. Parce que bah, on a besoin de nos fessiers pour marcher. Et que, à mon avis, les co-contractions ça ne limite pas la force qu'on peut avoir dans nos fessiers. Ça limite éventuellement, peut-être que c'est ça qu'il faudrait regarder, ça limite éventuellement comment dire, la vitesse peut-être à laquelle on peut courir ou des choses comme ça. Mais la force pure qu'on peut avoir dans nos fessiers, je suis moins sûr. Et, et ça, et aussi il y a une autre limitation de l'étude, ils n'ont pas utilisé d'EMG, ils n'ont pas regardé si ça activait plus ou moins les ischios, les choses comme ça. Donc voilà, quand même regarder avec des pincettes. Mais je trouve que c'est intéressant pour toi de savoir exactement, de connaître exactement ce mécanisme-là pour ne pas te faire avoir quand on te parle d'inhibition réciproque, j'ai vraiment du mal à le prononcer, et de co-contraction. Tu sauras à quoi ça sert. D'ailleurs, les co-contractions, voilà, autre chose à savoir. Pour ça, je te recommande les travaux de Franz Bosch. Les co-contractions nous servent à stabiliser de façon générale. Donc, comme je l'ai dit, hein, et quand on co-contracte dans un mouvement sportif, en règle générale aussi, ça nous aide à faire de meilleures performances, notamment parce qu'on a besoin de stabiliser dans les mouvements sportifs. On n'est pas comme en musculation, où on essaye juste de cibler le plus possible, enfin, musculation, bodybuilding, on essaye de le cibler le plus possible sur un muscle. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et sur ce, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et à la prochaine.